Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de tenter l'expérience de podcast en solo, donc je vais être tout seul. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour voir si c'est intéressant de renouveler l'expérience ou si vraiment vous préférez les échanges, ce que je pourrais bien entendu comprendre. Et donc pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'un article publié dans la revue Chiropractic and Manual Therapies en 2022. Le titre de cet article, la traduction du titre que je vous propose, c'est des consultations centrées sur le patient pour des personnes souffrant de douleurs musculo-squelettiques. Alors cet article il est un petit peu particulier parce qu'il a été coécrit par Jodetta Belton, qui est une patiente qui souffre, vous allez le découvrir, qui souffre d'une douleur persistante. Vous allez découvrir son histoire dans le podcast. Et coécrit par Holly Birkinshaw et Tamar Pincus, qui sont deux chercheuses et donc qui ont fait des liens entre le vécu de Giulietta, la patiente, et ce qu'on peut retrouver sur le sujet dans la littérature. Alors, comme je suis seul pour cet épisode et que je voulais pas trahir la patiente, le vécu de la patiente, j'ai choisi d'utiliser des notes. Donc là, vous me verrez utiliser mes notes, lire, etc. Je vais faire de mon mieux pour regarder la caméra et être présent pour ceux qui visionnent ce podcast sur YouTube. Pour ceux qui écoutent seulement la version audio, j'espère que ça sera limite transparent, vous en rendrez pas trop compte. Et en fait, alors si j'ai choisi déjà cet article-là, c'est parce que je trouve que c'est vraiment une magnifique synthèse de pas mal de stratégies qu'on discute parfois de façon un peu isolée sur comment aider les patients, comment accompagner les patients, et notamment avoir une communication et des stratégies qui se centrent vraiment sur la personne, qui sont vraiment focalisées sur la personne et pas sur seulement ce que le thérapeute peut avoir en tête, ce qui est important pour l'autre. Et donc, ce qui est fidèle au principe de pratique fondée sur les preuves, avec la dimension de respecter les valeurs et les préférences du patient, par exemple. Et en fait, dans cet article, c'est à la fois très intéressant d'avoir le point de vue de la personne, de la patiente, là en l'occurrence, et aussi vraiment une synthèse de stratégies vraiment simples et enfin simple, oui, auquel on peut se former bien sûr, simple dont on est déjà formé, qu'on est habitué à les utiliser, mais vraiment relativement, enfin vraiment accessible. Et ce que j'ai trouvé très rigolo dans cette histoire-là, c'est que eh bien, par rapport aux formations que je peux donner, notamment les formations d'entretien motivationnel, quand on fait des ateliers avec les apprenants, qu'on débriefe les ateliers, et que on fait un travail réflexif sur qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'ils veulent retenir pour leur pratique, eh bien, on voit que les différentes dimensions de cet article-là sont abordées, et c'est vraiment des sujets qui sont pertinents, que je considère pertinents moi par rapport à ce que je vois dans ma pratique avec mes patients, mais ce que les retours des apprenants et les réflexions des apprenants pendant les formations me confirment. Je me base pas que sur mes pieds, mais bien entendu, par rapport au sujet qui m'intéresse et par rapport au sujet que j'enseigne, ouais, cet article-là, il va forcément dans des biais que je pourrais avoir. Donc, j'invite chacun à faire le tri, à voir ce qui l'intéresse, ce qui lui parle là-dedans, et à voir ce qu'il souhaite en faire. Alors, pour aller dans cet article-là, ce que j'ai choisi, donc, c'est de vous lire directement une traduction de ce que la patiente a écrit pour chaque chapitre. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs chapitres dans l'article. En fait, au début de l'article, ce que les auteurs rappellent, c'est que en fait, il y a plusieurs stratégies qui ont été identifiées donc pour arriver à améliorer le fait de conduire des consultations centrées sur la personne en face de nous, focalisées sur la personne en face de nous, en rééducation musculo-squelettique, et ce qui sortait d'une définition au départ donnée par des auteurs comme Linton en 2008, et aussi d'une revue de littérature conduite par des équipes de Tamar Pincus. C'est grossièrement quatre grosses dimensions.
au fur et à mesure des parutions, désormais, eh bien, il y a 5 dimensions qui sont mises en avant comme ayant un impact, un lien, une association en tout cas, avec le résultat de traitement. Et donc ce qui est proposé dans cet article-là, c'est de prendre ces dimensions-là les unes après les autres. Et pour chaque dimension, correspond un paragraphe. Et le début du paragraphe, c'est le vécu du patient, la première partie. Et la deuxième partie, c'est le lien avec les données de science connues actuellement. Donc pour le premier paragraphe, le premier thème, eh bien, il s'agit, donc ça a été intitulé « Douleur et incertitude, le rôle d'une réassurance efficace ». Je vais commencer en vous lisant la traduction de ce qu'a écrit la patiente à ce sujet-là. Giulietta. Ma douleur a commencé par un faux pas et un élancement dans ma hanche. Juste un élancement. Pourtant, ce faux pas m'a mis sur la voie d'une douleur qui a continué, qui s'est aggravée et ne s'est pas améliorée alors qu'elle aurait dû. Une douleur permanente qui n'avait aucun sens. Sportif depuis toujours, devenu pompier, j'avais connu de nombreuses blessures avant cet élancement. Certaines pour lesquelles j'avais dû subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et je n'avais jamais eu de problème de douleur. Pourquoi cette douleur n'a réagi à aucun des traitements comme prévu, comme elle l'avait toujours fait auparavant? Pourquoi cette douleur n'a-t-elle pas réagi aux médicaments, à la kinésithérapie, aux infiltrations, à la chirurgie, à la chiropraxie, à l'acupuncture, au massage et à bien d'autres choses encore? J'ai tout essayé. Je n'ai jamais reçu d'explication satisfaisante. Même si j'ai reçu de nombreuses explications, souvent contradictoires, à la fois entre différents professionnels de santé, et même de la part de certains, qui se contredisaient eux-mêmes, en fonction de la lentille particulière à travers laquelle un clinicien donné voyait ma hanche douloureuse. Ma douleur était expliquée par des dysfonctions de l'articulation sacro-iliaque, bien que d'autres cliniciens m'aient dit qu'un tel diagnostic n'existait pas, ainsi que diverses dysfonctions du mouvement et, plus tard dans mon parcours, des pensées et des comportements dysfonctionnels. On m'a dit que ma douleur était due à des lésions, à des conflits, à des déchirures, une déchirure labrale et des déchirures annulaires, au fait que j'étais os contre os, ou que ma douleur était due à un déplacement, à une torsion du tibia, à une torsion de la colonne vertébrale, à une instabilité ou un déséquilibre de la hanche ou du tronc, de la colonne vertébrale, des muscles. Ces nombreuses explications ont donné lieu à de nombreuses promesses de solutions, accompagnées de grands espoirs, mais suivies d'échecs dévastateurs lorsque cette autre solution promise n'avait pas fonctionné. Après des années de traitements infructueux, de traitements dans lesquels j'ai échoué dans la langue vernaculaire des soins de santé, j'étais perdue, confuse, incertaine. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans mon corps. La question de savoir pourquoi je n'ai jamais guéri est restée sans réponse. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire face à cette douleur qui mettait fin à la carrière qui m'avait défini. Cette douleur qui m'a éloigné de toutes les personnes, de tous les lieux et de toutes les expériences qui comptaient pour moi. L'ambiguïté, l'incapacité à donner un sens aux choses et donc à trouver un moyen d'aller de l'avant était incroyablement pénible. Rien ni personne ne pouvait me rassurer. Tout cela a grandement contribué à rendre ma douleur encore plus pénible. Donc voilà ce que Giulietta a choisi d'écrire pour cette première partie. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'est-ce que les auteurs apportent de littérature sur ce thème de douleur et d'incertitude et sur le rôle d'une réassurance efficace. Alors, selon Linton, donc en 2008, la réassurance, c'est un ensemble de comportements verbaux et non verbaux qui consistent à diminuer les inquiétudes et l'anxiété des patients. Et donc, comme je disais précédemment, les recherches de Tamar Pincus sur le sujet ont montré, en fait, déjà, elle s'est intéressée à comment mesurer la réassurance, comment l'évaluer, et ils ont exploré avec son équipe quels étaient les liens avec les résultats des prises en soins. Et donc ils ont trouvé 4 composantes liées à ces résultats.
et ils l'ont classé de la manière suivante. Donc c'est d'abord la manière dont sont collectées les informations, les données, notamment en début de prise en soin, lors de la première séance la plupart du temps. Comment est construite la relation thérapeutique. Ils ont trouvé aussi un lien avec ce qui était utilisé en termes de réassurance générique et ce qui était utilisé en termes de réassurance cognitive. Donc c'est ces quatre piliers-là, enfin ces quatre dimensions-là, quatre aspects-là, qui ont démontré des liens avec les résultats de traitement. Et le cinquième qui a été ajouté depuis, c'est le concept de validation. Et donc on va prendre le temps d'aller en détail dans chacun de ces concepts et de chacune de ces dimensions. Donc on va prendre du coup pour la première dimension, la collecte de données. On va voir à nouveau le point de vue de Giulietta et son vécu. Donc dans ce thème qui a été intitulé par les auteurs, collecte de données, entendre toute l'histoire. L'histoire de qui? Les objectifs de qui? C'est Giulietta qui parle. Si on consulte mon dossier médical, on y trouve l'histoire d'une hanche douloureuse, mais moi je n'y figure nulle part. En fait, mon dossier médical ne semble pas du tout me concerner. Ce n'est pas mon histoire. La seule histoire que j'ai été autorisé à raconter dans le cadre de mes soins était très centrée sur la clinique, faite d'échelles de douleur, de diagrammes corporels et de questionnaires, plutôt que focalisée sur ma personne. Pourtant, ma douleur et les conséquences de ma douleur étaient bien plus que cela. Dans une tentative d'aborder les choses importantes, ce qui était important pour moi a été largement passé sous silence, interrompu ou réinterprété d'une manière qui correspondait mieux à l'histoire clinique. Mes objectifs n'avaient pas beaucoup d'importance non plus. Des objectifs tels que pouvoir conduire ma voiture, aller camper, sortir au restaurant, m'asseoir sur le canapé pour regarder un film, ce sont plutôt des objectifs cliniquement pertinents qui m'ont été assignés, comme augmenter mon amplitude de mouvement de X degrés, faire X séries d'exercices Y, améliorer la force des quadriceps. Il y avait un décalage. Pas de manière malveillante ou intentionnelle, mais une déconnexion tout de même. Une déconnexion qui aurait pu être évitée si seulement mon histoire avait été entendue et écoutée activement, et si des questions pertinentes avaient été posées à la suite de l'histoire que j'ai racontée. Une conversation aurait pu avoir lieu qui aurait non seulement aidé le clinicien à mieux me comprendre, à mieux comprendre mes préoccupations et mes contextes personnels, et donc à mieux comprendre ma douleur et ce que nous pourrions faire pour y remédier, mais qui m'aurait également aidé à commencer à mieux comprendre ma douleur et à entrevoir des pistes pour l'avenir. À nouveau, je vais vous présenter ce que les auteurs ont trouvé, ont fait comme lien avec la littérature sur le sujet. Et croyez-moi bien que je me retiens d'en dire plus parce que à la lecture de ces témoignages-là, il y a énormément de thèmes qui me donneraient envie d'en parler, mais comme j'ai pas envie de vous proposer un épisode qui va durer 5 heures, et ben voilà, j'essaie de me limiter à tout ça, mais clairement s'il y a des thèmes dans tout ça qui vous interpellent, bah, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à me laisser vos observations en commentaire, et voilà, s'il y a des thèmes vraiment qui vous parlent et pour lesquels bah, ça vous intéresse que je produise des contenus ou des vidéos ou autres, eh bien n'hésitez pas à me le dire et puis je travaillerai dessus. Donc par rapport à ce que dit la littérature, donc il y a cette notion de réassurance implicite qui va être proposée par le thérapeute en termes de comportement et de posture. Donc là, on n'est pas dans le fait de verbaliser de la rassurance, mais vraiment sur quelque chose d'implicite. Et donc, ce qui est proposé, c'est par exemple vraiment de suivre l'histoire du patient ou de la patiente, vraiment de lui laisser la parole et de lui dire voilà, racontez-moi votre histoire, expliquez-moi ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé, ce qui vous amène, chacun trouvera sa formule, mais vraiment de le laisser nous détailler tout ça, nous en parler. De pas hésiter à être dans une écoute active, et ce que proposent les auteurs là, c'est de poser des questions, mais des questions vraiment qui cherchent à comprendre, pas des questions en lien avec notre raisonnement clinique,
plus qu'il cherche à comprendre son histoire, son vécu, et voilà. Et ensuite, de montrer qu'on écoute à la fois par des reflets, en reformulant des choses que la personne vient de nous dire, mais aussi par notre comportement non verbal, donc notamment le contact visuel, notre posture, vraiment de lui montrer qu'on est avec lui, qu'on écoute et qu'on s'intéresse à son histoire. Ces comportements, d'après les littératures, permettent de construire une relation, et une relation qui est nécessaire pour que le patient se sente à l'aise pour exprimer ses croyances et ses inquiétudes. Et des éléments qui seront importants parfois pour nous de connaître, pour l'aider ensuite. Elles vont permettre aussi de construire, d'améliorer la confiance. Et en fait, il a été retrouvé vraiment qu'il y a plus de probabilité qu'un patient écoute les idées, les propositions de soins qu'on va pouvoir lui faire, les informations qu'on pourra lui partager, si il a vraiment senti qu'on est là pour l'écouter et qu'on porte attention à lui, à sa personne et à son histoire. Et aussi, un autre effet qui a été retrouvé, c'est le fait que ça diminue l'anxiété chez les patients. Et ce qui, par le fait, lui permettra de mieux analyser les informations qu'on va pouvoir lui donner, s'il est moins anxieux, il sera moins perturbé, donc il aura une meilleure capacité d'analyse par rapport aux informations qu'on va lui partager, et ça va aussi l'aider à mieux faire ses choix. S'il comprend mieux les options, évidemment il fera mieux ses choix, il sera plus serein pour le faire. Donc vraiment pour la phase de prise de décision partagée sur qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ensemble, voilà, cette phase-là a du poids. Et ce qui est rapporté aussi par les auteurs, c'est que quand ils reportent, en fait, ils analysent ce qui se retrouve dans des consultations habituelles, et bien, ce qu'on retrouve habituellement dans les consultations en général, hein, bien sûr, il y a des thérapeutes qui savent faire autrement, mais c'est que dans cette phase-là, même au départ, le temps de parole est double pour les thérapeutes. En général, ils parlent 2 fois plus que le patient, et ce qui du coup n'est pas recommandé. La tendance est de couper la parole au bout de 18 à 23 secondes, une fois que le patient commence à raconter son histoire. Donc là c'est pareil, hein, on ne laisse pas la place à la personne. Dans un des outils qu'on pourrait proposer, dont on parle d'entretien motivationnel, ça pourrait être le silence, hein, d'écouter la personne en silence, en montrant par son non-verbal qu'on est présent. Et bien sûr, il précise que les auteurs que parfois dans ces études-là, quand le thérapeute coupe la parole, c'est pas forcément pour changer de sujet. Donc il y a un biais dans ces chiffres-là. Parfois, ça peut être juste pour faire un reflet, pour montrer qu'on a compris ce qu'il nous dit et lui permettre de continuer. Pas forcément pour stopper son élaboration, mais ça arrive quand même fréquemment. Et ce qui est observé aussi de façon générale, c'est que les praticiens expérimentés ont tendance à encore plus couper la parole. Voilà, ce que dit la science là-dessus. Voilà, quelques éléments sur ce sujet. On va reprendre un petit peu plus en détail certaines stratégies plus précises à la fin de cet épisode. Et donc je passe au critère à la dimension suivante, qui est la construction d'une relation. Et donc ils ont intitulé ça, le sous-titre qu'ils ont mis, c'est des praticiens qui se soucient d'autrui, faire confiance et savoir qu'on nous fait confiance. Donc à nouveau, de point de vue, ce qui a été écrit par la patiente, par Giulietta. La confiance marche dans les 2 sens. Nous, le patient, devons faire confiance au clinicien qui nous traite, et le clinicien doit également nous faire confiance à nous, le patient. En construisant la relation, en communiquant et en discutant, nous progressons vers la confiance, le respect et une compréhension commune de ce qui se passe, ce qui peut ensuite conduire à des décisions communes sur la meilleure voie à suivre pour le traitement. Lorsque nous avons confiance et qu'on nous fait confiance, nous savons que l'on s'intéresse à nous, et pas seulement que l'on s'occupe de nous. 7 ans après le début de mon expérience de la douleur, un praticien m'a demandé pour la première fois de raconter mon histoire. J'ai été déconcerté. Je ne savais pas quoi répondre. Alors, j'ai demandé par où commencer. Il m'a dit de commencer par où je voulais. J'étais surprise de l'histoire que j'ai racontée. J'ai exprimé des choses que je n'avais jamais exprimées auparavant.
même à moi-même. Et on m'a vraiment rassuré en me disant que ce que je vivais, ce que je ressentais, mes peurs, mes inquiétudes, mes préoccupations, étaient tout à fait valables et sensés. Bien sûr que c'est ce que je ressens. Ce que je vivais était incroyablement difficile et souvent effrayant. Les difficultés de ma vie avec la douleur ont été reconnues. Mon courage, ma force et ma résilience ont été reconnus. En étant autorisé à raconter mon histoire à une personne qui m'inspirait confiance et qui écoutait activement, qui posait des questions réfléchies et pertinentes, j'ai pris une certaine distance critique par rapport à ce que je disais. J'ai pu commencer à relier certains de mes propres points, à voir de nouvelles possibilités. Nous avons commencé à donner un sens à ce qui se passait et à trouver ensemble des moyens d'aller de l'avant. Tout au long de la rencontre, ce qui était le plus important pour moi comptait. Cette rencontre a été profonde et a changé ma vie. À nouveau, beaucoup de choses dont je me retiens de discuter trop en détail, mais toujours très riche ces narrations de patients. Alors, ce que les auteurs ont trouvé au niveau de la littérature par rapport à cette histoire de construire une relation thérapeutique, donc construire l'alliance thérapeutique, et d'avoir affaire pour des patients à des professionnels de santé qui se soucient d'eux et qui sachent et ressentent que le professionnel en face se soucie d'eux et qui me fait confiance, qui ne met pas en doute ses paroles, etc. Eh bien, ce qui a été retrouvé, donc, c'est vraiment l'empathie comme une compétence clé. Et puis à l'inverse, bien sûr, le manque d'empathie qui fait que c'est difficile de créer du lien. Et vraiment, l'empathie, alors j'en parle dans d'autres vidéos et puis j'en ferai d'autres sans doute sur le sujet. À nouveau, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je pourrais aller un petit peu plus loin. Mais en rééducation musculo-squelettique, eh bien, l'empathie de la part du thérapeute a été associée à de meilleurs résultats, à une meilleure satisfaction des patients et à une meilleure observance, le fait que le patient va plus suivre les recommandations de traitement qui ont été définies avec son thérapeute. Vraiment, tout ça, c'est à la fois ça apporte tout ce que Gioletta décrit, et à la fois la littérature nous dit que ça donne de meilleurs résultats et une meilleure observance et donc une meilleure satisfaction du patient. Et là, effectivement, Gioletta l'exprime très bien. Si on continue, on passe à la notion de réassurance générique. Le fait d'être rassuré mais de se sentir abandonné. Donc ça, c'est le troisième point, si je ne me mélange pas. Et donc, je vais vous lire ce que Gioletta a écrit à ce sujet. J'étais dans une position très vulnérable lorsque j'ai cherché à soigner ma douleur, surtout après avoir vu tant de cliniciens et essayé tant de choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai vécu des montagnes russes d'émotions, les grands espoirs des solutions promises et les effondrements dévastateurs lorsque cette autre solution promise n'a pas fonctionné. Je pensais que c'était de ma faute, et j'avais tellement honte de ne pas m'être amélioré alors que j'aurais dû le faire. J'avais l'impression de décevoir tout le monde, ma famille, mes amis, mes collègues pompiers, mes professionnels de santé, mon mari, moi-même. On m'a assuré que tout ce qui pouvait être fait l'avait été, qu'il n'y avait plus rien à faire, que l'opération était réussie. C'était loin d'être rassurant. Ce n'est pas aidant d'être rassuré et sans donner du sens et sans valider le vécu. Il n'est pas rassurant de dire qu'il n'y a rien de grave quand les choses ne vont vraiment pas. Quand ma carrière a pris fin, quand moi et ma vie ont été bouleversés, quand mon avenir a été perdu. Voici le vécu de Gioletta par rapport à cette réassurance générique. Vraiment, la réassurance générique, selon les auteurs parlent ici, ce sont tous les mots, toutes les phrases qu'on va pouvoir utiliser en disant à la personne, une personne qui souffre en face de nous et on aimerait bien que sa souffrance diminue, bon, pour elle et puis un peu pour nous parfois, parce que c'est pas très agréable pour nous, ça peut être difficile à vivre. Et on va lui dire, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer,
des propositions d'avoir faites-moi confiance, tout va s'arranger. J'ai déjà vu des patients comme vous n'avez pas à vous inquiéter. Voilà, toutes ces formules-là, qui sont des réassurances génériques, réassurances affectives, parfois on appellera ça comme ça aussi. Et en fait, ces stratégies-là sont associées dans la littérature à de moins bons résultats de traitement. Ils sont régulièrement perçus comme paternalistes par les patients, et encore plus problématiques s'ils s'avèrent faux. Bien entendu, si l'issue du traitement est favorable, bah, tout va bien. Maintenant, si ça se passe pas comme prévu, eh bien là, ça va vraiment augmenter la problématique, et il aurait mieux fallu pas chercher à rassurer les patients de cette manière-là. Et en effet, ce qui est retrouvé, c'est ça, c'est que de formuler ces phrases-là, ça peut potentiellement permettre de diminuer l'anxiété du patient sur le moment, à court terme. Mais le problème, c'est que ça ne donne pas d'outils au patient pour gérer le retour des douleurs, les recrudescences de douleurs, etc., pour lui donner du contrôle sur son problème. Et en fait, ça a été associé, donc à de moins bons résultats, à plus de dépendance au thérapeute et à des séries de traitements plus longues. Donc le fait de faire plus de séances avec les patients et d'avoir des patients avec qui il est plus dur de stopper des prises en soins. Enfin, donc ils restent dépendants des patients, de leur thérapeute, pardon. Alors pour le point suivant, on a... Hop, que j'avance. On a la notion de validation, et cette notion va d'être crue, de valider la détresse comme étant normale. Et là, vous avez un exemple de phrase qui est de dire aux patients des choses du genre: vous ne réagissez pas de manière excessive. Votre comportement n'est pas excessif. C'est normal de réagir comme ça dans votre situation. Alors, les quelques mots de Giulietta sur le sujet. Être cru, validé, reconnu, entendu et se sentir vue et comprise, cela a changé ma vie. Parce que j'ai été libéré d'un fardeau dont je ne soupçonnais même pas l'existence. J'ai éprouvé un immense soulagement à ne plus avoir à prouver que je souffrais, que je méritais d'être soigné, que j'étais un être humain digne d'intérêt. Je n'étais pas fondamentalement défectueuse. Je n'étais pas à blâmer pour ma douleur. Je ne réagissais pas de manière excessive ou trop émotive. Ma douleur n'était pas dans ma tête. Ma douleur était réelle. Et une fois que ma douleur a été validée, une fois que moi, en tant qu'être humain, j'ai été validé, cela m'a permis d'assimiler de nouvelles informations. Je pouvais enfin recommencer à penser, à planifier, à me souvenir, à agir en fonction de ce que j'avais appris. Je pouvais commencer à intégrer ces nouvelles informations dans ma compréhension de ma douleur, et de moi-même avec la douleur, et je pouvais voir les possibilités là où auparavant je ne voyais que le chaos, que les pertes, que la douleur. Je pouvais enfin commencer à raconter une nouvelle histoire. Donc, au sujet de ce concept de validation, ce que les auteurs apportent par rapport à ce que dit la littérature, c'est que alors, déjà cette chose-là, c'est à nouveau un élément clé pour l'alliance thérapeutique, pour construire la relation thérapeutique, de valider le vécu du patient, son ressenti, etc., comme vous l'avez bien compris dans ce que décrit Giulietta. Et vraiment, ce qui est reporté dans les expériences des patients assez régulièrement, malheureusement, c'est qu'ils témoignent ce sentiment de ne pas être cru, qu'on ne donne pas de légitimité à leur douleur, et cette problématique est encore plus forte en l'absence de diagnostic. Le fait de pas mettre un diagnostic, de pas dire on va pas mettre un label, ça donne l'impression à certaines personnes que en fait on ne les croit pas, on ne leur donne pas une validation que ce qu'ils vivent c'est quelque chose de réel et de réel. J'allais dire de connu et de reconnu, mais oui, mais c'est ça, reconnu par la société, quoi. Et donc par rapport à ça, la validation auprès des patients, eh bien ça va améliorer beaucoup de choses, comme la satisfaction des patients à nouveau. Ça va améliorer leur morale,
Et donc ça, on sait à quel point c'est important pour les trajectoires de guérison. Ça va faciliter des discussions plus ouvertes, donc bien sûr avec des patients qui vont nous faire confiance, qui vont oser nous confier leurs inquiétudes, leurs croyances, comme dit précédemment. Ça va faciliter la prise de décision partagée à nouveau, et ça va même améliorer leur mémoire, leur capacité de rétention d'informations par rapport à ce qu'on pourra leur partager. Ensuite, donc, le point suivant, la stratégie suivante, c'est la réassurance cognitive. Et donc le sous-titre que les auteurs ont donné, c'est un échange mutuel d'informations sur l'avenir et une prise de décision conjointe. Nous voyons ce que Joetta a choisi de dire à ce sujet. Il est important de noter que mon histoire n'a pas été simplement remplacée par une histoire clinique, une histoire médicale ou une histoire sur la science de la douleur, ce qui s'est souvent produit dans le passé. Cela ne fonctionne pas. D'après mon expérience, nous ne pouvons pas donner une leçon aux gens pour qu'ils comprennent mieux leur douleur. Nous ne pouvons pas nous contenter de leur donner une nouvelle et meilleure histoire. Il doit s'agir d'une conversation, d'un échange d'expertise pour créer ensemble un récit qui donne un sens aux choses d'une manière qui soit mutuellement acceptable. Je suis reconnaissante d'avoir pu, avec un guide de confiance, co-créer un nouveau récit qui donne du sens aux choses d'une manière biologique et biographique. C'était mon histoire, et non celle d'une hanche douloureuse. J'ai participé activement à la création de ce récit. En réunissant mon expertise, ma connaissance vécue de la douleur, ce que j'ai appris de la science sur la douleur, les connaissances et les compétences de mon guide de confiance, j'ai pu élaborer un récit qui non seulement donnait un sens aux choses, mais offrait aussi de l'espoir et un moyen d'aller de l'avant. Arthur Frank écrit que nous sommes les histoires que nous nous racontons et que nous sommes formés par ce qui nous est raconté. Nos histoires changent au fur et à mesure que notre compréhension évolue. En soi, cela peut être thérapeutique. Ce que des auteurs ont rapporté par rapport à ce sujet-là sur ce qu'en dit la littérature, notamment ils font référence à un modèle proposé par Toy et collaborateurs dans une revue systématique où ils sont intéressés à comment aller de l'avant avec la douleur. Et les thèmes qui étaient ressortis, c'était l'importance de réintégrer son corps douloureux pour les patients, de redéfinir ce qui est la normalité, de réaliser qu'il n'existe pas de remède miracle pour ces situations-là, et de devenir soi-même un expert, comme le décrit Joetta. Donc les auteurs soulignent le fait que l'acceptation c'est quelque chose de nécessaire pour avancer, comprendre, et en fait, voilà, à partir du moment où les patients acceptent cet état de fait, que, par exemple qu'il n'y a pas de remède miracle, qu'il n'y a pas de baguette magique, c'est là où ils vont pouvoir prendre de recul et pouvoir avancer et mettre en place des stratégies qui vont être plus aidantes pour eux. Et vraiment, alors, je vous encourage pas à utiliser le mot acceptation avec vos patients parce que le risque c'est qu'eux ils entendent résignation, qu'ils pensent que vous leur dites qu'il faut se résigner alors que c'est pas du tout ça, hein, c'est vraiment le fait d'arriver à comprendre où on en est, arrêter de se battre sur des choses qui n'aident pas, pour après concentrer son énergie sur des choses qui peuvent être aidantes. Mais bon, voilà, à nouveau, ça c'est un sujet dont on pourrait parler longtemps, et voilà, si vous êtes intéressé, pareil, dites-le moi dans les commentaires, et puis je travaillerai le sujet et je vous proposerai du contenu dessus. Voilà, je me retiens, hein, je ne vais pas trop loin. Et voilà, donc par rapport à cette acceptation, pour pouvoir avancer, de comprendre la douleur, ce qui se passe, c'est vraiment la clé. Et par rapport à ça, c'est l'éducation des patients, ça va être vraiment la stratégie efficace, et une éducation sur le pronostic possible et sur les options prises en soin qui sont disponibles. Pas forcément à nouveau une éducation sur le détail de ce qui se joue au niveau anatomique, biochimique, etc. Même si ça pourrait être quelque chose d'important pour certains patients,
il y a vraiment un point de vigilance à apporter là, qui est bien souligné souvent dans l'article, c'est que c'est vraiment pas des choses intéressantes, voire utiles, et même des choses parfois contre-productives pour certains patients. Donc comme tout, hein, quand on partage des infos avec nos patients, ben, une des propositions, moi ce que j'essaye de faire et ce que recommande l'entretien motivationnel, c'est ben, de vérifier que ce sont des informations qui les intéressent. Et vraiment c'est utile pour eux de les avoir ou pas. Alors, ce que les auteurs ont retrouvé dans la littérature, c'est que, ben, par exemple, l'éducation, ça augmente le sentiment de, de contrôle pour le patient, la confiance en soi, l'acceptation, on en a parlé, sa confiance dans son thérapeute et son niveau de satisfaction à nouveau. Et que ça a le potentiel aussi de réduire son anxiété et son sentiment d'isolement. Ouais, à nouveau, voilà, des dimensions. Là, on est toujours, enfin, on parle vraiment de psychosocial, hein, anxiété, cette émotion et le sentiment d'isolement donc, par rapport à cette dimension sociale. Et ce que rappellent aussi les auteurs, c'est que l'éducation, voilà, donc elle sera, ce que je dis juste avant, mais bon, je le répète, ce sera plus efficace en s'appuyant sur le contenu de l'échange entre le patient et le thérapeute. C'est un petit peu différent de ce que je disais, en fait, c'est vraiment s'appuyer sur ce que le patient nous dit, ce qui est important pour lui, ce qui est important dans son histoire à lui, éventuellement faire des liens, et pas forcément vraiment se méfier d'amener une explication standardisée, notre petit monologue qui va bien sur ce qu'on a compris de la douleur, et vraiment de se méfier, pas sortir des choses, toujours la même chose à tous les patients, faire des liens avec ce qu'ils nous disent, trier ce qui est pertinent pour eux, se méfier du jargon, pas hésiter à reprendre les termes du patient aussi pour faciliter sa compréhension. Ouais, pas perdre de vue que ce sont des patients qui souffrent et pour qui bah, qui n'ont pas forcément toujours l'énergie d'arriver à se concentrer, à suivre des explications longues, qui parfois même prennent des traitements, qui les assomment et qui font que bah, toutes ces informations, ça va être difficile pour eux de les retenir. Voire même ça peut augmenter leur frustration de se dire mince c'était important ce qu'on me disait et j'arrive pas à le retenir et de les faire se sentir encore plus mal. Mais bon, là je dérive, je suis en train d'apporter des éléments en plus et donc il faut que je me surveille. Donc qu'est-ce qu'ils disent de plus? Voilà, donc ils disent que bah, effectivement l'écoute active, donc question ouverte, reflet, silence, et attentive du thérapeute, notamment comme on disait tout à l'heure avec son non-verbal, permettent une éducation plus efficace. Et permettent de se centrer sur les inquiétudes spécifiques au patient, d'ajuster les explications à ses inquiétudes et à son histoire propre. Ce que me disait juste avant, ce qui démontre qu'on l'écoute, ça renforce la pertinence de ce qu'on dit, l'alliance thérapeutique, la confiance du patient, et donc, du coup ça facilite l'acceptation à nouveau et la mise en route, la mise en mouvement entre guillemets vers un comportement, des comportements plus aidants pour la personne. Donc en conclusion, par rapport à ce que veulent conclure les auteurs, eh bien, comment les consultations peuvent-elles aider les patients à accueillir leur situation et à reprendre leur vie? Ce que propose Giulietta par rapport à son vécu. Avec le temps, j'en suis venu à comprendre ma douleur différemment. Plus important encore, j'ai appris à me comprendre moi-même avec la douleur. Je pouvais gérer les poussées sans paniquer et penser que tous les progrès avaient été perdus. Je pouvais m'impliquer avec les gens, les lieux et les expériences qui comptaient pour moi. Je pouvais vivre une vie joyeuse qui avait du sens et retrouver un sentiment de plénitude, même si la douleur était toujours présente. Parce que la douleur n'était plus au centre de tout. J'étais de retour au centre de mon histoire, dont la douleur n'était qu'une partie. Voilà comment Giulietta conclut l'article. Et à nouveau, quelques éléments qui viennent par les auteurs en synthèse de ce que dit la science. Eh bien, c'est toujours en reprenant ces cinq dimensions, ils font des recommandations de stratégie. Donc là, je vous propose de les passer en revue. Alors,
pour la première dimension, l'histoire du collecte de données, eh bien, ce qu'il propose comme stratégie concrète, technique concrète, on va dire, ça va être de poser des questions ouvertes. Et effectivement, avec des questions ouvertes, on va, par exemple, diminuer le risque de partir sur notre point de vue à nous, et de nous enfermer dans notre point de vue et laisser la place au point de vue de la personne pour mieux comprendre son histoire, mieux comprendre son vécu, etc. Et être surpris parfois de ce qu'il va pouvoir nous proposer. Et ça, pour arriver à être surpris, à poser des questions ouvertes, probablement qu'il faudra une posture de curiosité, vraiment s'intéresser à l'autre et en essayant de mettre de côté un maximum ses préjugés et d'être curieux. Et de se dire, voilà, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir. Et même, enfin, peu importe ce qui sort, même si ça m'arrange pas, c'est pas la question. Je m'intéresse et je veux savoir. Euh, donc, permettre aux patients de raconter leur histoire. Donc, à nouveau, la question ouverte, ça va aider. Et puis les silences. Donc là, on reprend probablement le piège de couper la parole à la personne. À la fois parce que ça peut l'interrompre dans son raisonnement. On a vu que Giulietta, elle a été surprise en ayant la place de ce qu'elle a dit. Et probablement qu'on ne lui avait jamais laissé cette place-là, donc elle n'avait jamais pu faire cette réflexion à haute voix. Donc leur laisser la place de le faire, leur faciliter avec des reflets pour qu'ils puissent poursuivre leur élaboration, le récit de leur histoire, et ne pas les interrompre, pour pas les bloquer, pour pas les interrompre aussi dans leur cheminement de pensée, pas les stopper et faire qu'ils perdent le fil. Euh, voilà, parce que effectivement, aussi pareil comme le témoigne Giulietta, parfois ça peut permettre aux patients de joindre des éléments ensemble, de relier les points, même d'envisager des stratégies aidantes pour eux. Donc voilà, donc, avec ces histoires de ne pas couper la parole, d'être vigilant et pas pour les patients. Euh, Vérifier aussi qu'on comprend ce qui compte vraiment pour eux. Et donc ça peut se faire avec des reflets, de reformuler ce qu'ils viennent de nous dire. Et, et vraiment, voilà, sous forme un reflet, un entretien motivationnel, c'est une affirmation. Donc d'affirmer cette chose-là est importante pour vous. À la fois, ça démontre à la personne qu'on l'écoute, mais aussi ça permet de vérifier. Et la personne, si on n'est pas tout à fait juste, c'est pas un problème, elle va préciser. Et une fois qu'elle aura précisé, on peut refaire un reflet et puis là, tomber juste. Et là, la personne, elle sait. En fait, elle sait qu'on l'écoute, elle sait qu'on la comprend, on comprend son histoire, on la prend en compte, on la considère. Donc, concrètement, avec des reflets, c'est un bon outil pour le dire. Euh, Vérifier aussi si la personne a besoin d'autres informations. Donc voilà, ça c'est pareil hein, dans, dans les échanges avec les patients. Donc, ouais, ça va un peu dans les deux sens. Hein. C'est soit de vérifier avec la personne si elle a besoin d'éléments de notre part, mais probablement que là, à ce stade-là, ce sera surtout aussi de savoir exprimer au patient que oui, notre raisonnement clinique, il a sa place aussi, même si souvent il a trop de place, mais le but c'est pas de l'éteindre non plus, hein. C'est toujours pareil, quand on est trop dans un extrême, parfois il faut pas aller dans l'extrême inverse, hein. Il faut garder les bonnes choses de ce qu'on fait déjà, et vraiment de savoir amener au patient le fait que je vous remercie d'avoir expliqué ce qui vous arrive, de m'avoir raconté votre histoire, ça va probablement me permettre de mieux vous accompagner. Et, et on peut même faire un résumé à ce moment-là pour lui montrer vraiment qu'on a écouté et qu'on a compris les choses importantes, qui pourra lui éventuellement rectifier s'il y a des choses importantes dans notre résumé qui manquent pour lui. Et après enchaîner en disant est-ce que c'est ok pour vous si je vous pose des questions un petit peu plus précises qui vont pouvoir mieux m'aider à vous partager comment peuvent évoluer les choses pour vous et quelles peuvent être les options de traitement. Donc voilà, on revient à cette histoire de pronostic et d'options de traitement disponibles. Et une des propositions aussi, c'est d'essayer d'éviter de formuler des hypothèses pendant que les gens parlent. Donc ça, c'est à la fois quand on est trop branché sur notre raisonnement clinique dans notre tête, on peut perdre le fil de l'histoire du patient, on peut se décentrer, se défocaliser, perdre notre attention portée sur le patient, donc vraiment d'arriver à avoir un beau dosage par rapport à ça.
et aussi ça peut être des situations vraiment qui vont favoriser l'interruption du patient. De lui poser une question, il nous donne une information, on se dit tiens cliniquement ça c'est important, il faut pas que j'oublie, ou ça il faut vraiment qu'on en parle, et paf on l'interrompt, on lui pose une question précise sur ça alors que lui il est en train de faire son cheminement. Donc se méfier de ça et vraiment avoir un bon contrôle, et voilà, il y aura un temps pour en reparler, et si vraiment on est attentif à la personne, eh bien ce ne sont pas des informations qu'on va oublier. Souvent c'est ça la crainte, c'est d'oublier cette chose-là, de ne pas y revenir. Mais voilà. Et après, donc une autre recommandation, c'est d'explorer la personne dans sa globalité, ne pas esquiver les émotions, les préoccupations et les problèmes qui dépassent votre champ d'action. Alors ça c'est pareil, c'est un thème qui revient très souvent. Euh, on va parfois avoir envie de ne pas rebondir sur la souffrance exprimée par les personnes. Il peut y avoir plein de raisons pour ça. Il y a le fait que on n'a pas envie de les voir souffrir, parce que avec nos neurones miroirs, on n'a pas envie de ressentir non plus nous de la souffrance. Et voilà, c'est jamais agréable. On est là pour aider les personnes, donc les voir souffrir et les faire parler, voir que ça alimente leur souffrance, et c'est pas quelque chose qui nous fait envie. Il y a aussi la notion de euh, d'avoir peur d'ouvrir une boîte de Pandore, c'est-à-dire que voilà, si tout ça, ça sort, qu'est-ce que j'en fais? Et d'habitude, les éléments qui ressortent que j'identifie, il faut que j'ai des solutions pour tous ces éléments-là. Donc là, si c'est pas mon travail, parce que j'ai pas de solution pour ça, ou de toute façon ça dépend que de la personne, moi j'y peux rien, j'ai pas envie d'y aller. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça empêche de connaître vraiment l'histoire de la personne. Ça va empêcher de manifester notre empathie, de lui dire à quel point on comprend, à quel point c'est dur, quoi, l'impact sur sa vie, sur son projet de vie, sur tout ce que la personne avait construit, sur ses relations amicales, amoureuses, etc., professionnelles. Donc, et il y a aussi la dimension de tous ces éléments-là, ces éléments qui font que c'est dur pour la personne, ce sont des raisons pour la personne de changer, de mettre en place des choses pour que ça change. Et donc ce sont des raisons d'aller vers un changement et d'aller vers l'adoption d'un comportement qui va pouvoir améliorer leur situation. Donc même aussi pour cette raison-là, c'est dommage de s'en priver. Donc, dommage de s'en priver pour l'empathie, pour le fait que ça peut être un vrai facteur de motivation à changer et à mettre en place des choses. Euh, et puis, voilà. Alors après, l'idée, c'est de savoir comment on peut faire, comment on peut réagir à tout ça, de savoir ouais, si un patient se met à pleurer, qu'est-ce que je peux faire, d'avoir un peu anticipé, de faire au mieux, et puis et de se faire ces expériences-là, et puis de devenir de plus en plus à l'aise avec ça, en fait. Probablement, c'est ça. Mais ça rejoint voilà, ce thème-là. Mais si on prend le deuxième point, qui est de construire la relation, les propositions des auteurs, ce sera de s'assurer que les gens savent qu'on les a écoutés. Donc, l'idée, c'est, comme dit en entretien motivationnel, là il y a beaucoup de choses que je reprends d'entretien motivationnel, bien sûr, euh, j'ai ces repères-là dans ma construction par rapport à ma pratique et l'enseignement. Et donc s'assurer que les gens savent qu'on les a écoutés, souvent en entretien motivationnel, ça va passer par faire un reflet, en fait reformuler ce qu'ils viennent de dire. Donc ça montre à la personne qui m'a écouté, on lui fait la preuve, un reflet ou un résumé, donc un résumé en reprenant des choses qu'il a dit depuis plusieurs minutes, on va dire. Pas, un reflet, c'est ce qu'il vient juste de dire, c'est la différence. Voilà, s'assurer de ça. Montrer de l'empathie, et montrer de l'empathie, c'est vraiment ça, hein, c'est de dire à la personne, effectivement, ça doit être vraiment difficile pour vous, ou je vois que vous souffrez. Je vois que c'est vraiment pas rigolo pour vous. Chacun trouvera sa formule avec laquelle il est à l'aise, mais pas hésiter à l'exprimer. Et encore une fois, pour le faire plus facilement, ça revient au point d'avant, enfin exprimer un petit peu avant, de ne pas avoir peur de la réaction du patient, du fait qu'il va sortir des choses pour lesquelles on ne peut rien, de réaliser que c'est des facteurs de motivation à mettre en place des comportements favorables. Et
voilà, et donc on revient à cette histoire-là, le fait d'être à l'aise pour rester face à la détresse des patients et pas la chercher à la minimiser, à l'éteindre. Et probablement que la réassurance générique, affective, là, c'est une des tendances qu'on va avoir. De dire non, mais tout va bien se passer, vous en faites pas, etc. C'est une façon d'éteindre, d'essayer d'éteindre la détresse du patient, au moins temporairement. Et soit ça peut être perçu comme un manque d'empathie par la personne, soit ça peut peut-être la rassurer à court terme, mais faire qu'on n'avancera pas finalement. Donc d'être vigilant par rapport à ça. Le troisième point, vous voyez, hein, toutes ces choses-là sont liées. C'est toujours pareil quand on fait des catégories, c'est jamais vraiment possible de faire des catégories complètement distinctes. Enfin, souvent c'est compliqué. Et donc là, on revient à cette histoire d'éviter la réassurance générique ou affective. Donc éviter de dire aux patients que tout va bien se passer, sauf si on en est vraiment sûr. Et après, voilà, c'est voir dans quelle mesure on en est vraiment sûr, parce que effectivement, il y a plein de choses qu'on maîtrise. On peut savoir qu'un patient, on a déjà eu plein de patients dans cette situation-là, clinique, on va dire, et ça s'est bien passé, on repère des choses, nous on a confiance, on se dit ça va le faire, il n'y a pas de problème. Sauf que la vie de la personne en face de nous est peut-être différente. Et il y aura peut-être des barrières chez cette personne-là qui vont faire que ça va être compliqué. Alors que d'habitude, ça se passe très bien. Donc vraiment de se méfier de ces choses-là pour pas non plus donner de faux espoirs. Et bien sûr, on réalise bien à quel point ça peut être délétère pour l'alliance thérapeutique. Si on donne des faux espoirs à la personne, et Giulietta décrit vraiment très très bien ces histoires de on m'a donné à nouveau ce nouvel espoir et ça n'a pas marché, donc ça m'a effondré moralement et je culpabilisais, j'étais perdu et voilà. Comprendre que le fait de dire au patient que tout va bien n'est pas toujours rassurant. Voilà, ça c'est probablement aussi ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça peut être vraiment perçu comme un manque d'empathie, comme ouais, ça arrange pas lui en face, donc il s'en fiche. Ok. Cet aspect, cette notion de validation, quand on revient aux choses à faire, avec voilà, vraiment être clair, explicite sur le fait que vous croyez le patient. Parfois, nous on sait qu'on le croit, on est convaincu, on le sait, et c'est aucun doute pour nous. Et parfois on peut oublier de le dire au patient. Donc vraiment à nouveau, trouver sa formule qui va permettre de le dire au patient. Alors ça passe hein, par cette validation, enfin par cette manifestation d'empathie, oui, ce que vous décrivez, c'est vraiment très dur, je vois que vous souffrez beaucoup. Euh, Vraiment, cette situation doit être très difficile. J'entends que votre douleur est très forte. Voilà, déjà de valider le vécu de la personne. Et après, il y a aussi le fait de valider. Faites attention de ne pas anticiper le point d'après. Oui, voilà, c'est pareil. Donc ça rejoint de reconnaître sa douleur et sa souffrance. Donc en lui disant, comme ce que je disais juste avant. Et voilà, de lui dire toujours explicitement, le terme explicitement il compte, hein, c'est de le dire, pas juste de le penser à nouveau, que qu'il soit en situation de détresse par rapport à ce qu'il vit, c'est juste complètement normal. Et parfois une formule qui aide certaines fois, enfin, avec laquelle moi je me sens assez à l'aise. Donc à vous de voir si ça peut vous parler ou si vous pouvez trouver une variante, mais c'est de dire aux personnes, effectivement, vraiment ce que je me dis là, c'est juste ce que vous m'avez expliqué. Moi, si j'avais vécu la même chose que vous, ou si je vivais même en ce moment la même chose que vous, vraiment, je pense que ce serait très dur pour moi. Et voilà, de vivre comme ça, vu tout ce que vous décrivez, c'est juste normal. C'est juste normal en fait. C'est tout à fait compréhensible. Et, euh, et ça rejoint les propos de Joe d'État de vous n'êtes pas en train de surinterpréter, de surjouer, sur je sais pas quoi. Euh, et ça me fait penser un petit peu à cette notion de catastrophisme, catastrophisation de la douleur, où il faut faire attention au jugement qu'il peut y avoir dans cette notion-là. En fait, oui, qu'un patient vive quelque chose de très fort par rapport à d'autres, pour des circonstances qui semblent similaires, ok, on peut se dire qu'il est dans la catastrophisation.
Mais attention à se rappeler que cette catastrophisation est sans doute légitime et à se méfier du jugement qu'il peut y avoir là-dedans. Donc on finit avec le 5e point, les rassurances cognitives. Et voilà, là à nouveau, l'éducation, amener des informations sur le pronostic, donc comment ça peut évoluer ce genre de pathologie. Voilà, on sait que au bout de plusieurs mois, il y a tant de proportions de patients qui s'en sortent bien habituellement, même sans traitement ou avec ce genre de traitement, etc. De dire voilà, quels sont les traitements qui existent, quelles sont les barrières connues, et, euh, et là on rejoint toutes ces notions de prise de décision partagée, hein, et donc avec les précautions nécessaires, en utilisant un jargon, des mots simples, parfois même les mots du patient, en évitant les mots trop techniques. On était vraiment attentif à ça, pas hésiter si on a un doute à vérifier avec le patient pour préciser, et à veiller à vraiment, parfois quand on est dans ce mode éducation, on se retrouve à prendre la parole et à partir en monologue, et essayer de faire en sorte qu'il y a toujours une conversation qui se fait dans les deux sens. Et bon, si vous avez déjà vu du contenu que je propose, je parle souvent de l'outil du DDPD, un entretien motivationnel, pour justement partager de l'information. Et la première étape, c'est de demander ce que le patient sait sur le sujet. Et voilà, donc lui laisser la place déjà de dire ce que lui il sait sur le sujet qu'on a envie d'aborder. Parce que parfois, en fait, il en sait beaucoup, il en sait assez, et que il n'y a pas forcément besoin qu'on en rajoute. Et puis parfois, ça nous permettra aussi de mieux choisir ce qu'on rajoute, et de pas répéter une partie de choses qu'il a déjà entendues ou qu'il sait déjà. Euh, et de lui demander à la fin, une fois qu'on lui a partagé de l'information, lui demander ce qu'il en pense. Donc vraiment de lui laisser la place à nouveau, et de se méfier de prendre la parole et de plus lui redonner, quoi. On est toujours dans un échange, c'est toujours quelque chose qui se fait à deux. Et donc après, se mettre d'accord sur la marche à suivre. Donc encore une fois, cette notion de prise de décision partagée, en entretien motivationnel, on va parler de focalisation, donc se mettre d'accord sur un objectif commun, où le patient et le thérapeute sont OK, et là, on peut vraiment travailler. Alors le but, c'est pas forcément toujours d'être 100% d'accord, convaincu, etc., mais il faut un minimum, que le patient il soit suffisamment convaincu pour avoir envie de tenter ce qu'on lui propose, par exemple. Et c'est pas à nous de le forcer, en fait, c'est juste à voir si on arrive à ce niveau-là, et s'il est OK pour essayer. Et puis s'il n'est pas OK, peut-être qu'il faut envisager d'autres options, peut-être qu'on n'est pas le bon thérapeute. Bref, voilà. À nouveau, on peut en parler longtemps de ce sujet-là. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, si j'arrive à m'en sortir avec mes visuels. Voilà ce que j'avais envie de vous partager à propos de ce sujet-là et de cet article. Donc on arrive à un épisode qui va durer à peu près 1 heure, peut-être même un peu moins, donc c'est pas trop mal en étant tout seul. Et j'espère que cet épisode vous a plu, que ces sujets-là vous parlent, et que des petits éléments un peu plus pratiques, un peu plus concrets donnés à la fin vous seront utiles. N'hésitez pas à nouveau dans les commentaires à donner votre avis, à me faire votre retour sur les sujets qui vous intéressent plus. Même si, n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de partager de toute façon. Je vous dis à bientôt. Il me reste à vous dire à bientôt pour un prochain contenu. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vos patients, et de prendre bien soin de vous aussi pour pouvoir continuer à apprécier ce métier qui sans doute vous passionne comme c'est le cas pour moi. À bientôt.